bonjour à tous et à toutes, merci à Mathilde de nous avoir sollicité, donc l'association des ludothèques françaises, pour venir vous parler du jeu. Donc moi, qui je suis pour venir vous parler de ça, je suis chargé de mission pour l'association des ludothèques françaises. Bon, quelle mission, vous allez me dire, toutes celles que les autres font pas, voilà, c'est assez simple dans ces cas-là. Donc, je m'occupe pas mal de formation, formation ludothécaire, et puis d'intervention comme celle-ci, pour parler un petit peu du jeu, des ludothèques, de ce qu'on essaye d'apporter. Alors voilà, on va se lancer donc sur un petit état des lieux, avec une toute petite dimension historique pour savoir de quoi on parle quand on parle de jeu aujourd'hui. Alors déjà, j'avais porté une première distinction. Alors en français, c'est pas pratique parce qu'il y a le jeu et les jeux. Il y a d'autres langues, comme l'anglais, où c'est un petit peu plus clair, parce qu'il y a le mot play pour dire jouer, et il y a game, c'est les jeux auxquels on joue. En français, on dit jouer à un jeu, donc il y a une petite ambiguïté à ce niveau-là, mais l'idée, c'est quand même le fait de jouer d'un côté et les contenus qu'on va faire dans ce jeu, qu'on appelle les jeux, de l'autre. Alors, on va commencer par parler de la question du jeu au singulier, rapidement. C'est quoi le jeu? Avant, c'était facile. Alors, quand je dis avant, ça veut dire grosso modo de l'Antiquité jusqu'au XXe siècle. On savait à peu près de quoi on parlait. Voilà. D'un côté, il y avait le jeu des enfants. Donc là, vous ne les voyez pas très bien, mais il y a un tableau qui montre plein de jeux d'enfants. Un tableau très connu de Bruegel l'Ancien. Donc, en gros, ça ne ressemble pas beaucoup à du jeu de société. Les choses qui pourraient s'en rapprocher le plus, c'est il y a un coin là où on voit tout en bas, là, on voit des enfants qui jouent aux osselets. Voilà. Par-ci, par-là, il y a des petites choses qui peuvent nous faire penser à ça, mais globalement, quand les enfants jouent, ils font tout et n'importe quoi, et ils s'amusent, ils sont contents, ils se bagarrent même à certains endroits. Donc, voilà, c'est la sphère du jeu de l'enfant. On a une image assez précise de ce que c'est. Et puis, à côté de ça, il y avait le jeu des adultes, qui était, donc là, l'exemple que vous avez, c'est un jeu de salon avec des cartes à jouer. Alors évidemment, il y avait différentes formes aussi de jeux des adultes. Il y avait déjà des jeux de société, des échecs, etc. C'était bien distinct, et surtout, c'était, quel que soit le jeu pratiqué, c'était souvent intéressé, c'est-à-dire que, voilà, quand même, parce que souvent c'était des jeux qui étaient quand même un petit peu chiants, il faut le dire, pas tous, mais pour la plupart. Donc l'intérêt, c'était surtout de gagner quelque chose à la fin. Alors ça pouvait être un gain monétaire, on jouait de l'argent, aux dés, y compris aux échecs, on mettait un enjeu derrière. Ou ça pouvait aussi prendre la forme de gage sur des jeux plutôt amusants, un peu l'ancêtre de ce qu'on appellerait aujourd'hui les jeux d'ambiance. On reviendra sur cette question-là. Voilà, il y a des petits gages qui pouvaient le mener, mais en gros, c'était surtout ça l'intérêt du jeu et pas forcément le contenu, avec quelques exceptions. Dès le Moyen-Âge, il y a certains intellectuels de l'époque qui défendaient que le jeu d'échecs, il ne fallait pas le condamner parce que ça restait quand même super intéressant, pratiqué pour lui-même et qu'il n'y ait pas besoin de jouer de l'argent dessus pour que ça aille. Mais en gros, voilà, on savait bien avant que quand on parlait du jeu, soit on allait parler de ce type d'activité, soit on allait parler du jeu des enfants. Et on avait une représentation assez claire de ce qu'était l'un et l'autre. Après, ça s'est un petit peu gâté. Alors, je dis que c'est la faute des philosophes. Il n'y a pas que des philosophes, mais quand même, il y a beaucoup de philosophes qui ont commencé à parler du jeu, à essayer de définir le jeu, l'acte de jouer, ce que c'était. Donc là, je vous ai mis une définition, parce qu'elle est marrante, donc de Jacques Henriot, qui est le fondateur du département de sciences du jeu, premier département de sciences du jeu en France, qui est rattaché aux sciences de l'éducation à Paris. Et donc, il donnait cette définition-là, il dit « On appelle jeu tout process métaphorique résultant de la décision prise et maintenue de mettre en œuvre tout un ensemble plus ou moins coordonné de schèmes consciemment perçus comme aléatoires pour la réalisation d'un thème délibérément posé comme arbitraire. »
Je pense que c'est assez limpide, je reviens là-dessus. Voilà. Alors, Henriot, quand il donne cette définition-là, il le fait avec un petit côté malicieux quand même. Hein. Il se rend bien compte que, voilà, que c'est un truc imbuvable, mais ça arrive à la fin d'un bouquin où il explique qu'en gros, c'est quand même pas facile de savoir ce dont on parle quand on parle de jeu, parce que le mot est utilisé dans des tas de sens différents. Et si on cherche un moyen de raccrocher tous les sens du mot jeu, ben, ça devient un petit peu compliqué. Voilà, quand on parle du jeu par exemple, là, qu'il peut y avoir, je sais pas, quand vous avez une vis qui est mal serrée avec un micro, vous dites ah bah tiens, il y a du jeu. Voilà, c'est sûr que si on essaye de trouver une définition qui englobe tout ça, on va pas y arriver. Mais donc du coup, aujourd'hui, on baigne quand même un peu dans une espèce de confusion autour de ce qu'on entend par jeu, avec des visions assez différentes, sur lesquelles je reviendrai un peu tout à l'heure. Mais il y a quelque chose d'un peu flou, d'un peu... parfois, on sent qu'il peut y avoir des petits conflits d'intérêts sur la façon dont on va comprendre le jeu. Enfin voilà, tout n'est pas clair. Donc ça, c'est pour la partie le jeu. Ce que c'est actuellement, c'est pas trop. Alors, comme le jeu, c'est compliqué, on peut aller regarder ce qui se passe du côté des jeux. Alors, on allant voir plus particulièrement du côté des jeux de société. Donc là, je vous ai mis quelques petits repères chronologiques. Alors évidemment, on pourrait rajouter des centaines de dates. Là, j'ai mis ce qui rentrait dans le PowerPoint, en gros, mais voilà. Donc j'ai commencé au IIe siècle, alors on aurait pu remonter plus haut, enfin 2e siècle avant, on aurait pu remonter plus haut, on aurait pu parler des trucs qu'on a retrouvés dans des fouilles sumériennes, on pense que c'est des jeux, voilà, donc je ne sais pas si vous avez entendu parler de le jeu royal dur, on présente ça comme le jeu le plus ancien, mais en réalité, on n'est pas complètement sûr que c'était un jeu et de comment il se jouait. Voilà, du côté de l'Égypte aussi, il y a des trucs vachement anciens. Là, je vous ai mis en exemple Mokshapatan, donc le jeu que vous connaissez peut-être sous le nom Serpent et Échelle, donc un truc qui ressemble un peu à un jeu de loi. En gros, on lance des dés, on avance sur un parcours, des fois on monte, des fois on descend. Donc voilà, il y a des traces très anciennes, le jeu d'échecs qui arrive en Europe au Moyen-Âge, les cartes à jouer à la fin du Moyen-Âge, ensuite le jeu de loi. Alors le jeu d'échecs, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'il a évolué au fil du temps, et il y a des variantes à chaque fois que le jeu arrive dans un nouveau pays, ou à chaque fois au fil des époques, on adapte le jeu pour qu'il corresponde aux évolutions sociétales aussi. Et tout le temps, il y a des gens qui ont essayé de transformer le jeu d'échecs pour le faire ressembler de plus en plus à la façon dont on pratiquait la guerre à l'époque. Et au XIXe siècle, vous avez donc un Prussien, du nom très prussien de von Dreiswitz, qui crée le Kriegspiel. Donc il est reparti un peu de ce qui se faisait dans le jeu d'échecs, puis il y avait aussi des transformations. Donc Kriegspiel, littéralement, ça veut dire jeu de la guerre. C'est ce qu'on présente comme étant l'ancêtre du wargame, donc des jeux de simulation de guerre. On reviendra dessus. En tout cas, c'est une date, un élément assez important. Et ensuite, au XXe siècle, on a des jeux qui se créent. Alors en 1903, le Landlord's Game, qui est un des premiers jeux, on va dire, éducatifs. Parce que le Landlord's Game, c'est un jeu qui avait pour objectif de montrer les problèmes que posait le fait, au niveau économique, de permettre la propriété foncière privée. De dire, voilà, si les choses se passent comme ça, si les gens peuvent acheter des terrains, on se retrouve forcément à la fin avec toutes les richesses qui sont concentrées dans les mains d'une seule personne, et les autres n'ont plus rien. Alors, ce jeu, il a été copié, récupéré après, et vous le connaissez peut-être sous le nom de Monopoly, sous lequel il a été commercialisé, avec un renversement complet du message du jeu. C'est-à-dire que Landlord's Game, c'était pour dénoncer un peu les méfaits de l'économie capitaliste, et le Monopoly, c'est devenu au contraire une apologie de ce système où on gagne de l'argent pour investir, pour en gagner encore plus.
Donc évidemment une date assez importante, enfin, même si... Alors aujourd'hui on entend un peu plus parler de cette histoire du Monopoly, mais je ne vais pas m'étendre dessus parce que je pourrais vous raconter toute l'histoire, on le fera si on a du temps, mais je vais passer un peu. Puis ensuite, donc d'autres jeux un peu emblématiques aussi, le Scrabble, le Trivial Pursuit, et voilà, là ça donne une idée de ce qui s'est passé jusqu'aux années 70. Parce qu'aux années 70, ça a été un peu la double révolution ludique. Alors les années 70, c'est le moment où on est à la fois dans la civilisation des loisirs, il y a du temps qui devient disponible pour d'autres activités que le travail, donc déjà depuis la fin de la guerre, là, ça s'est bien installé, et c'est aussi un peu l'essor de la société de consommation, donc il va y avoir des produits qui vont apparaître pour répondre à cette offre de loisirs. Et donc sur le plan ludique, double révolution. Alors je dirais, pour schématiser un peu, on a le côté qualitatif et quantitatif. Quantitatif, c'est les premiers jeux vidéo diffusés de manière massive. Il y avait des jeux vidéo avant, mais ça restait un peu confidentiel comme pratique, il fallait une technologie qui n'était pas accessible. Donc le premier jeu vraiment un peu emblématique, c'est Pong, en 1972, qui était sur des bornes d'arcade, qui était diffusé un petit peu partout, et les gens avaient accès à ce jeu, donc très simple. Pong, il y a une raquette de chaque côté, on se lance une balle et ça compte les points hauts. On faisait ce qu'on pouvait avec la technologie de l'époque, mais ça marchait déjà super bien et ça diffusait le jeu. Donc, côté quantitatif. Côté qualitatif, la révolution, ça a été le jeu de rôle, avec Donjons et Dragons, qui est un peu le titre encore aujourd'hui emblématique du jeu de rôle. Alors le jeu de rôle, je vous en parlerai un peu plus si j'ai le temps tout à l'heure. Mais pour comprendre d'où ça vient, c'est un croisement entre le wargame, donc le jeu de simulation guerrière, et les univers fantastiques qui sont développés normalement surtout à partir de la littérature fantasy du début, du milieu du XXe siècle. Voilà, et les deux se sont rencontrés, on s'est dit, tiens, si on faisait des jeux de guerre dans des univers fantastiques, donc ça a été le début, et ensuite il y a l'idée de dire, mais plutôt que de jouer toute une armée, on pourrait jouer un seul personnage, une sorte de héros, et c'est ça l'idée du jeu de rôle, c'est que chaque joueur incarne un personnage, une histoire qui est racontée par un joueur qui a, lui, la fonction particulière d'être en quelque sorte le narrateur de l'histoire. Et le jeu de rôle, ça a influencé à la fois toute la production culturelle actuelle. Voilà, c'est la moitié des séries que vous pouvez trouver sur Netflix sont influencées directement par ça. Et tout ce qui s'est passé dans le jeu vidéo depuis l'apparition du jeu vidéo est énormément influencé par le jeu de rôle. Il faut bien comprendre cette importance-là. Et qui s'est poursuivi, alors je fais un petit saut temporel, 20 ans plus tard, qu'est-ce qui s'est passé? On a continué à développer à la fois la technologie, là, donc avec le Tomb Raider de 1996. Vous voyez que c'est quand même autre chose que Pong. Et donc, des jeux de société qui commencent à se diffuser un peu plus, c'est-à-dire à sortir des milieux très nerd, geek, comme on disait à l'époque, c'est-à-dire des gens qui étaient à fond dans une pratique très obscure, comme le jeu de rôle, qui parfois était aussi un petit peu, qu'est-ce que c'est que ces gens qui ont des pratiques un petit peu bizarres, ça faisait un petit peu peur. Là, à partir du milieu des années 90, ça commence à rentrer doucement dans les pratiques, on va dire, mainstream, voilà, avec le jeu Les Colons de Catane, qui est assez emblématique, de l'arrivée en fait d'une pratique qui était très répandue en Allemagne, le jeu de société était très pratiqué dans les familles en Allemagne, et au milieu des années 90, ça a commencé à arriver en France. Alors, en sortant, on va dire, du traditionnel partie de Monopoly de Noël ou des choses comme ça. Voilà. Ça arrive un petit peu plus.
Et donc Magic, hein, donc, qui est le premier jeu de cartes à collectionner, pareil, qui existe encore aujourd'hui et qui a largement essaimé sur plein d'autres formats de jeux. Aujourd'hui, ce qui est intéressant de voir, c'est qu'on est, donc 30 ans plus tard, on est resté à peu près sur le même format de jeu, c'est juste que ça s'est affiné, ça s'est amélioré, ça s'est beaucoup diversifié, donc beaucoup de titres qui paraissent actuellement sur le jeu de société. Aujourd'hui, on est grosso modo sur 800 nouveaux titres par an au niveau mondial. Voilà. Donc c'est quand même une production assez considérable. Et autant à l'époque, on arrivait à jouer à tous les jeux qui sortaient, on pouvait dire ah, ben, je connais tout. Aujourd'hui, c'est plus possible. Plus personne ne pourrait tout suivre. Il y a des jeux partout dans le monde. Il peut y avoir aussi des jeux d'avant qui sont intéressants. Là, vous avez un Awele en exemple. Alors, les deux peuvent se combiner, hein, ça peut être des jeux d'ailleurs et d'avant. Les jeux de partout, c'est-à-dire, bah, voilà, j'aurais pu mettre le Monopoly, mais je me suis dit quand même, je vais changer, je vais mettre Uno, hein, mais voilà, ça reste les jeux, on va dire, universellement connus. Et il y a les jeux où j'ai mis nous, bah, parce que c'est les jeux quand même de nos milieux, hein, ce que je vous disais, hein, des milieux classe moyenne ou aisée, avec un niveau de formation minimal. Et souvent, quand on voit des sélections de jeux, on a tendance à ne rester que là-dedans, ce qui peut avoir d'emblée un côté un peu excluant. Si vous proposez un atelier jeu ou une activité jeu à des publics et qui ne se reconnaissent pas du tout dans la présentation que vous faites, ils vont dire « qu'est-ce que je fais là ?» Ça m'est arrivé une fois, hein, quand je travaillais dans une ludothèque qui était justement à la pointe, hein, du jeu de société, hein, la ludothèque de Boulogne-Billancourt. Un jour, il y a un monsieur qui est venu, il a regardé autour de lui, il a dit « oh là là, c'est pas pour moi, c'est que des jeux d'intello », il est ressorti direct. Donc autant dire qu'en termes de mixité sociale, ça va pas être gagné. En revanche, si on a des panels un peu plus diversifiés, ça permet de s'y retrouver, et ça peut être des supports aussi pour créer des échanges. Donc là, du coup, je vois la sélection qui est mise. Alors, c'est intéressant parce qu'on voit qu'il y a tabou. Donc, effectivement, on est au moins dans l'idée d'avoir essayé de raccrocher à l'universel, hein, au mainstream, pour ne pas être que dans un truc un peu élitiste, hein, d'une pratique spécifique du jeu de société. Ensuite, l'autre point qui peut être intéressant, c'est de s'interroger sur le type d'ambiance qui va être généré dans le groupe de joueurs. Alors, vous connaissez peut-être l'expression, hein, on dit il y a des jeux d'ambiance. En réalité, tous les jeux ont une ambiance. C'est juste que ça va pas être la même. Donc là, je vous ai mis quelques exemples. Hein. Encore une fois, c'est pas exhaustif. Alors, on peut avoir une ambiance, c'est-à-dire un état interne un peu des joueurs et un truc qui va se dégager aussi de la salle, hein, du groupe de jeu. Le côté concentration, hein, c'est le truc où on est comme ça, focalisé sur ce qu'on est en train de faire, donc plutôt calme. Le côté immersion, où on est vraiment plongé dans une histoire, dans une narration. Alors ça, c'est quelque chose qui se développe aussi beaucoup ces derniers temps, justement suite aux jeux de rôle. Hein. C'est les jeux qui racontent une histoire, hein. On suit quelque chose qui se passe, éventuellement on joue des personnages de cette histoire, comme dans HeroQuest, hein, que vous voyez là, qui est pareil, un grand classique des années 90. Voilà, donc c'est un autre type d'ambiance. L'excitation, donc je vous ai donné l'exemple de Double parce que c'est un jeu de rapidité, donc alors il faut être concentré aussi un minimum, mais on va dire que c'est pas le même type, hein, d'effet que ça génère. Hein. Les jeux de rapidité comme Jungle Speed, hein, si vous connaissez, ben voilà, ça génère de l'animation, ça peut générer aussi potentiellement des conflits, c'est pas forcément ce qui est... Voilà, il faut bien connaître votre groupe avant de proposer ce genre de jeu. Et l'autre type d'ambiance que j'ai appelé détente, ben, c'est-à-dire qu'il y a des jeux qui sont, on va dire, pas extrêmement exigeants en termes de réflexion, de concentration qu'il faut avoir. C'est des jeux où on peut jouer on va dire, longtemps. Et c'est cool, et on se sent bien. Hein.
une espèce de niveau émotionnel qui monte pas trop haut. Voilà. Donc là, je vous ai mis en exemple un petit jeu de dés, hein, qui est un jeu où il y a beaucoup de hasard qui rentre. Donc, il suffit de prendre les dés, de les lancer, on prend un petit peu des décisions de temps en temps. Mais voilà, il y a une bonne humeur, ça se passe bien, mais ça ne va pas non plus atteindre des niveaux émotionnels aussi forts que dans d'autres, aussi intenses, hein, que dans d'autres formes de jeu. Voilà, il y a d'autres types d'ambiances, hein, qui pourraient être imaginées, mais ça vous permet en tout cas de vous inviter à vous poser la question sur qu'est-ce qui se passe chez les joueurs et dans le groupe de joueurs en proposant tel jeu ou tel jeu. Il y a la dimension des facultés sollicitées, mais ça, je vais passer dessus très vite parce que Léa va intervenir beaucoup plus en détail sur cette question-là. Hein, donc là, je vous ai mis juste quelques petits exemples, hein, de ce qui peut être sollicité dans le jeu, hein, dextérité, l'expression, la stratégie. La persévérance aussi, alors j'ai mis un puzzle. Les puzzles sont des jeux hyper intéressants, quels que soient les publics avec lesquels vous les proposez, parce que ce qui est bien avec le puzzle, c'est qu'on peut donner l'impression de ne pas y jouer, et puis tout d'un coup s'y mettre, et puis repartir, y revenir, être éventuellement en lien avec d'autres, sans donner vraiment l'impression d'être là avec eux. C'est extrêmement riche, il faut juste éviter de sortir des puzzles babards quand vous vous retrouvez avec des ados ou des personnes âgées. Il faut de la place. Comme les puzzles avec des visuels qui font un peu adultes peuvent être des très gros puzzles, dans une des ludothèques où j'ai travaillé, on a fait faire nos propres puzzles, hein. Maintenant c'est assez facile, en faisant des puzzles avec pas trop de pièces, mais avec des images, des photographies qui soient vraiment adaptées pour un public ado. Autre jeu que vous connaissez peut-être, un Feelings, je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Alors au départ, encore une fois, c'est un jeu avec une intention sérieuse, entre guillemets, hein, parce qu'il était créé par un psychiatre qui voulait créer un jeu pour faciliter l'expression des émotions, hein, pour les publics avec qui il travaillait. Mais heureusement, il était à la fois psychiatre et joueur, ce qui fait qu'il a créé un vrai jeu quand même, et pas un truc qui arrive tout de suite avec ses gros sabots thérapeutiques ou éducatifs. Voilà. Donc Feelings, hein, c'est un jeu qui présente des situations auxquelles les joueurs peuvent être confrontés. Et ensuite, chacun exprime l'état émotionnel que lui éprouverait dans cette situation-là. Et ensuite, il y a aussi un petit côté où on essaye de deviner ce que les autres ont pu ressentir. Donc il y a un petit côté empathique aussi qui se développe. Voilà, donc une multitude de facultés sollicitées. Et enfin, des modes d'interaction différents. Alors, mode d'interaction, c'est-à-dire mode de relation aux autres qui peuvent varier. Alors, bon, vous voyez les mots qui apparaissent, hein, compétition, coopération, c'est des termes qui vous sont sûrement familiers. Équipe, c'est intéressant parce que l'équipe, ça implique à la fois la notion de coopération à l'intérieur de l'équipe et la notion de compétition entre les équipes. Et enfin, ce que j'ai appelé un jeu d'attaque, alors oui, parce qu'il y a des jeux qui peuvent être compétitifs, mais où chacun court entre guillemets de son côté, et à la fin, il y en a un qui a gagné. Voilà. Donc on est en parallèle, hein, il y a quand même cette idée de compétition, hein, c'est-à-dire Lévi-Strauss parlait du jeu compétitif comme des activités disjonctives, hein, c'est-à-dire qu'on commence au même niveau, et à la fin, on se retrouve avec des statuts différents, hein, un gagnant et des perdants, ou parfois certains jeux, il y a un perdant et tous les autres sont des gagnants. Donc, cette dimension compétitive, mais où il n'y a pas forcément d'agression directe, on va dire, des autres joueurs. Ce qui n'est pas le cas dans certains jeux, que j'ai appelé là des jeux d'attaque. Alors, le terme qui est utilisé en anglais, c'est take that. Donc, c'est-à-dire littéralement prends ça. Hein, c'est les jeux où ce qui est rigolo dans le jeu, c'est justement d'attaquer les autres. Donc, je vous ai mis l'exemple du Milborn, hein, parce que ce qui est marrant dans le Milborn, c'est pas d'avancer, parce que
Voilà, c'est un peu chiant, mais c'est surtout de balancer des accidents ou des trucs sur les autres joueurs. Voilà, donc vous voyez hein, que même si on est dans les deux cas sur des jeux compétitifs, le mode de rapport à l'autre est quand même différent. Je dirais que dans l'exemple que je vous ai mis là, un Draftosaurus, ben, on se respecte, hein, chacun construit son truc et puis à la fin, on voit qui a gagné. Alors que là, ben, tout le déroulé de la partie, c'est on s'en met plein la figure les uns des autres. Alors, là vous avez en jeu de société, c'est aussi des déclinaisons qui existent en jeu vidéo. Alors quand c'est en jeu vidéo, c'est plus compliqué parce que vous savez que quand les gens sont à distance derrière leur écran, ça part tout de suite beaucoup plus vite hein, et beaucoup plus loin dans ce qu'on peut se dire. Et alors, à votre avis, quel type de jeu est le plus générateur de conflits entre les joueurs? Vous avez une idée? Je veux dire le Milborn parce que chacun a ses règles. À Paris, ils vont jouer comme ça, à Marseille comme ça, et à Caen, ils vont jouer comme ça. C'est vrai d'un certain nombre de jeux. Le Uno, c'est pareil. Ouais, c'est exactement la même chose. La coopération, peut-être qu'il faut se mettre d'accord du coup pour arriver à un but, et du coup c'est peut-être ça qui est plus difficile. Effectivement, ce qui génère le plus de conflits, en général, c'est les jeux d'équipe. Parce que, alors effectivement, il y a le problème, il faut se mettre d'accord. Et souvent, ce qui se passe dans les jeux coopératifs, quand ils ne sont pas bien faits, c'est qu'il y a un phénomène de leader qui se produit, c'est-à-dire qu'un joueur a compris le jeu et du coup, il dit aux autres ce qu'il doit faire. Bah, tiens, toi, tu vas faire ça, toi, tu vas faire ça. Et donc, ça peut être plus ou moins... Enfin, souvent, les joueurs acceptent hein, qu'il y ait un joueur qui ait ce rôle-là, puis il y en a qui deviennent des exécutants, tout ça. Donc, on peut s'interroger quand même sur la dimension... pédagogique hein, des jeux coopératifs qui ont ce biais-là. Et il peut y avoir des contestations aussi, hein, des fois des gens qui ne sont pas d'accord, mais grosso modo, on y arrive quand même. Les jeux compétitifs comme ça, bah, c'est pareil, ça se passe plutôt bien, parce qu'on sait de toute façon qu'on est en compétition. On le sait dès le départ. Alors avec les enfants, c'est pas tout à fait vrai, il y en a qui ont un petit peu du mal avec l'idée d'imaginer qu'ils pourraient perdre. Mais ça se travaille et voilà, ça peut se surmonter aussi. Les jeux d'attaque, ça devient un petit peu plus quand même sensible parce que c'est pas tant le fait d'attaquer les autres, parce qu'encore une fois, c'est compris dans le jeu, donc on sait dans quoi on s'engage, etc. Là où ça peut devenir plus problématique, c'est de savoir qui attaque qui. Si les attaques sont à peu près réparties sur l'ensemble des joueurs, ça se passe bien. S'il y a un phénomène d'acharnement qui se produit, bah là ça peut être très excluant et très mal vécu pour les joueurs qui se le prennent. Alors encore une fois, ça dépend de la dynamique du groupe de joueurs. Hein. Des fois, on va dire le bouc émissaire entre guillemets change. Des fois, ça tourne à l'intérieur du groupe, donc c'est juste une modalité de se dire ah c'est rigolo de tous se mettre sur le même. Des fois, c'est le même qui reste tout le temps. Et dans ce cas-là, ça peut alerter éventuellement sur le fait qu'ils soient un peu la victime hein, d'un phénomène de harcèlement du groupe. Donc voilà, faire un petit peu attention avec ce type de jeu. Et le pire, c'est les jeux d'équipe. Parce que là, il y a le côté compétitif, donc il y a la pression d'arriver quand même à faire mieux que les autres. Et en plus, quand on perd dans un jeu d'équipe, c'est toujours de la faute des coéquipiers. C'est toujours de la faute des autres, parce qu'ils n'ont pas fait ce qu'il fallait au moment où il fallait. Dans le jeu vidéo, c'est une catastrophe. Je ne sais pas si vous avez entendu parler d'un jeu vidéo qui s'appelle League of Legends. Oui. Ça vous dit quelque chose. C'est deux équipes qui s'affrontent et ça s'insulte tout le temps, mais à l'intérieur de l'équipe, parce que les autres en face, évidemment, ils essayent de nous battre, mais c'est voilà, c'est normal, c'est légitime, etc. Mais que les autres, dans la même équipe, fassent pas ce qu'on voudrait qu'ils fassent, ça c'est insupportable. Donc voilà, c'est ça qui génère le plus de difficultés. Et Time's Up, là, vous avez un exemple, hein, donc un jeu où on essaye de se faire deviner des trucs, c'est particulièrement une horreur pour les couples. Pour eux, il ne faut surtout pas mettre un couple dans la même équipe. Hein. Sinon, vous allez droit à la catastrophe. Voilà, donc tout ça pour dire qu'aujourd'hui, sur les modes d'interaction, il y a
une tendance très forte autour du jeu coopératif. Alors c'est marrant parce qu'en tapant jeu coopératif sur les moteurs de recherche, les premiers jeux qui sortent, c'est que des jeux petite enfance. Alors on sent bien que l'enjeu, c'est pour les parents de se dire il faut que je trouve un jeu où si mes enfants jouent ensemble, ils ne s'embrouillent pas. Et de ce côté-là, ça marche. Mais après, malheureusement, le fait de s'embrouiller et le fait de devoir réussir à accepter à un moment que l'autre ait un statut provisoire supérieur au nôtre, c'est-à-dire que je reconnais qu'il a gagné et que moi j'ai perdu, c'est quand même une étape super importante. On a vu récemment avec un président américain qui n'avait pas bien maîtrisé le concept, c'était un peu une catastrophe. Donc même si, évidemment, quand on a des enfants, on n'a pas envie d'aller dans cette direction-là, c'est important d'y passer quand même et de ne pas vouloir prendre le jeu coopératif comme une solution miracle, quoi. C'est pas ça qui les fera coopérer plus tard. C'est aussi un argument aujourd'hui. Oui, on vit dans une société hyper compétitive, donc c'est bien d'apprendre la coopération. Oui, mais justement, un des intérêts du jeu, je vous en parlerai tout à l'heure, c'est qu'on fait dans le jeu ce qu'on ne peut pas faire ou ce qu'on ne veut pas faire dans la réalité. Donc s'il y a bien un endroit où c'est intéressant de proposer de la compétition, c'est dans le jeu. Et la coopération, c'est pas parce qu'elle se passera dans le jeu qu'elle sera forcément transposée dans la réalité. Voilà, donc voilà, pour vous présenter un peu où on en est aujourd'hui, de cette petite évolution du jeu de société, donc avec une très grosse production, des intérêts qui commencent à se faire sentir, qui essayent d'emmener dans des directions un petit peu divergentes, qui sont pas toujours les mêmes, une grande richesse de jeux au niveau de ce qu'ils permettent, et ça reflète aussi la dimension culturelle dont je vous parlais, le fait qu'il y ait des jeux qui sollicitent des facultés différentes, qu'il y ait des modes d'interaction différents, il y a une créativité dingue autour du jeu, et ça c'est quelque chose qui est intéressant de valoriser aussi. Voilà.